Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on part sur un nouveau chapitre, on retourne sur les items du collège un peu plus classiques, et aujourd'hui on parle de santé publique. C'est un épisode, je suis très content de l'enregistrer parce que c'est probablement l'épisode que j'ai pris le plus de plaisir à écrire jusque-là. Donc j'ai vraiment adoré, en fait j'ai enchaîné, donc c'est trop bien. Je vais essayer de rendre ça le plus clair et de vous transmettre un peu mon plaisir à travers cet épisode. On retourne sur une histoire un peu plus classique. Comme d'habitude, je raconte l'histoire, puis ensuite on la traduit en termes médicaux. C'est une histoire très narrative, c'est un énorme moyen mémotechnique. Donc vous verrez, normalement, elle est plutôt pas mal. Donc on retrouve Médicis et il est en galère, vous allez voir. On se dirige vers le commissariat et on retrouve Médicis en garde à vue. Deux commissaires discutent. Le premier dit « C'est ce gars-là qui a tué Dédié, c'est sûr. On l'a retrouvé sur la scène de crime, le couteau en main. » Le deuxième va lui répondre « J'en suis pas si sûr, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. » On voit par la fenêtre, dans la salle d'interrogatoire, Médicis, assis, menotté, l'air désespéré. Les deux commissaires rentrent dans la pièce et s'assoient en face du présumé coupable. Ils se présentent, commissaire Recot et commissaire Desducs. Le premier lui demande avec un ton désagréable. « Alors, pourquoi tu l'as tué? Dis-nous, de toute façon tu vas finir ta vie en prison. » Mais Médicis, intimidé, ne sait pas quoi dire. Il se contente de baisser les yeux et reste fixé sur ses mains, posées sur la table devant lui. Le commissaire insiste et commence à hausser le ton et à s'énerver, mais ça ne fonctionne pas. Le deuxième commissaire, voyant que son collègue n'a pas de résultat, lui demande de sortir, d'aller se détendre dehors et de le laisser seul avec le suspect. Une fois l'autre sorti, il prend la parole calmement. « Tu sais, entre toi et moi, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire. » Médicis reste fixé sur ses mains. « Toi, tu es sur une scène de crime, le couteau du meurtre en main gauche, à genoux, à côté du flanc droit du cadavre. Mais la victime a été poignardée en bas du ventre à multiples reprises. On a retrouvé ton téléphone par terre à l'entrée de la pièce où a été retrouvé le cadavre. » Toujours pas de réaction de Médicis. Il continue. « Voilà ce que je pense. Tu es venu voir ton ami. En arrivant, tu as vu la porte de son appartement ouverte. Tu es entré et arrivant à l'entrée du salon, tu as vu ton ami gisant dans une mare de sang. Tu as lâché ton téléphone, que tu avais en main, et tu as été voir si ton ami vivait toujours. Mais ce n'était pas le cas. Mais le seul point que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu as pris ce couteau en main. » Médicis releva légèrement la tête et s'apprêta à parler. Mais à ce moment-là, l'autre commissaire entra à nouveau dans la pièce et ne laissa pas le temps au suspect de s'exprimer. Il criait « Fini les bêtises, j'ai appelé la juge, tu passeras devant le tribunal dès la première heure demain pour le jugement de première instance. En attendant, tu vas passer une excellente nuit à dormir sur le sol de ta cellule. » Médicis se referma et ne dit pas un mot. Le deuxième commissaire sembla exaspéré. Médicis passa la nuit derrière les barreaux. Le lendemain, Médicis est emmené devant le tribunal pour le jugement de première instance. Tout va mal contre lui. Le jugement semble aller dans un seul sens, l'envoyer en prison. Tout semble perdu. Mais le commissaire Desducs, qui n'était pas dans la pièce jusque-là, entre et interpelle la juge. « Madame la présidente, de nouvelles preuves sont arrivées. J'ai récupéré les enregistrements de la caméra du couloir. Pouvons-nous la diffuser ?» La juge accepte. Dans cette vidéo, on voit un criminel sortant en courant de l'appartement de Dédié. Vêtements en sang, en laissant la porte ouverte. Puis on se rend plus tard sur l'enregistrement. On y voit Médicis arriver, téléphone à la main, en train d'écrire un message. On le voit lever la tête, surpris que la porte soit grande ouverte, et on le voit pénétrer dans l'appartement. Finalement, quelques minutes plus tard, on voit le commissaire Recot et son équipe qui entrent à leur tour, et on les reverra, encore quelques minutes plus tard, sortir avec Médicis, menottes au poignet. Le verdict est clair. Médicis était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais ce n'est pas tout. Le commissaire fait entrer un homme. C'est l'homme qui s'était enfui de l'appartement juste avant que Médicis y entre dans la vidéo. La juge prit la parole. « Excellent travail, commissaire Desducs. Vous venez probablement de sauver la vie d'un innocent. » Et elle se tourna ensuite vers l'avocat de la défense. « Maître Picot, vous êtes l'avocat de la défense. Compte tenu des derniers événements, pour ce criminel qui a tué monsieur Dédié, doit-on plutôt lui mettre des travaux d'intérêt généraux ou le mettre en prison pour le punir du meurtre commis hier ?» Il répondit « Je reconnais ce criminel. Il a déjà été inculpé pour vol à l'arraché et violence sur la voie publique. Compte tenu des dernières recommandations du barreau et du risque de récidive du fait du casier déjà bien rempli de cet homme, voici les charges que j'appelle à son encontre. »
Et c'est ainsi qu'on termine cette histoire. Je vous laisse imaginer les charges à son encontre. Je vous avais prévenu, c'est une histoire très narrative. C'est vraiment une histoire dont l'objectif c'est de la retenir dans les grandes lignes, comme un gros moyen mémotechnique. Et aussi, je suis conscient que tout n'est pas réaliste dedans. Il y a plusieurs choses réalistes. Le tribunal, il se fait pas comme ça en 2 jours. Mais on va éviter d'attendre des mois et des mois pour le podcast, hein. C'est plus rapide de faire en 2 jours dans cette histoire. Et puis le fait que la juge demande comme ça à l'avocat de donner une sentence, bon, on est d'accord, c'est pas très réaliste. Mais c'est pas grave, le but c'est de retenir vraiment les grandes lignes. Donc maintenant on va faire le tour de cette histoire, on va essayer de la traduire pour voir ce qu'on peut en retenir. Donc voilà, on a Médicis qui est en grosse galère, on l'a bien compris, il est accusé de meurtre, c'est pas terrible. Et on a ces 2 commissaires qui vont l'interroger. On a commissaire Recot et Déduc, et ils font référence aux 2 modes de raisonnement en médecine, la reconnaissance immédiate et le mode hypothético-déductif. Recot, dans son interrogatoire, est très direct, il ne remet rien en question. Il a vu Médicis couteau en main, il en a tout de suite déduit qu'il était coupable et il n'a pas cherché plus loin. C'est ce qui se passe dans le mode de raisonnement de reconnaissance immédiate. Le médecin va arriver devant un patient qui a des symptômes typiques et simples d'une maladie qu'il connaît bien. Du coup, il va faire une première hypothèse diagnostique directement. Et donc si on garde ce mode de reconnaissance immédiate pur, si on le nuance pas, le médecin va garder cette hypothèse comme un diagnostic final sans faire de recherche complémentaire. Et cette capacité de reconnaissance immédiate, faut quand même noter que ça s'améliore avec l'expérience, même si un jeune médecin peut avoir des idées avec ses connaissances théoriques. Même nous, en tant qu'étudiants, on a déjà quelques connaissances, on peut déjà essayer d'avoir une idée de diagnostic en voyant un patient pour la première fois, même si ça sera pas aussi affiné qu'un médecin expérimenté. Et de l'autre côté, on a Déduc. Lui, il est beaucoup plus posé et réfléchi. Il a regardé la situation dans son entièreté, il a analysé chaque information, il a relevé des éléments qui ne concordent pas, et il en a conclu une hypothèse un peu plus atypique. Mais le problème, c'est qu'il a besoin de preuves pour finaliser son diagnostic final. Et du coup, si on fait le parallèle, un médecin qui suit un mode de raisonnement hypothético-déductif, il va avoir un patient devant lui, il va générer plusieurs hypothèses, qu'il va essayer de valider dans un premier temps par son examen clinique. Selon les signes cliniques qu'il retrouve, il va pouvoir déterminer s'il garde, s'il écarte ou s'il doit valider son hypothèse par des examens complémentaires. Et ces examens complémentaires, on peut les comparer aux preuves dont Déduc a besoin. Que ce soit après l'examen clinique ou après les examens complémentaires, le médecin peut invalider son hypothèse ou essayer de générer de nouvelles hypothèses. Mais si au final tous les examens poussent à garder son hypothèse, il pourra alors avoir son diagnostic final de présomption. Par exemple, si on soupçonne un pneumothorax, on fait un scanner et on voit le pneumothorax sur le scanner, toutes les preuves s'accordent vers le pneumothorax, du coup ça sera notre diagnostic final de présomption. Par contre, si on évoque un pneumothorax et on voit une opacité sur le bas du poumon, peut-être qu'il va falloir revoir le diagnostic. Et en fait, en réalité, dans la pratique courante, un médecin, il utilise un mix de ces 2 modes de raisonnement. À la fois, il utilise sa reconnaissance immédiate pour générer ses premières hypothèses, mais il va aussi chercher les preuves, les signes cliniques et les examens complémentaires pour affirmer son diagnostic. C'est vraiment un mix des 2 et ça se travaille avec l'expérience. Ensuite, on va passer au 2e jour, au tribunal. Pendant la séance, Déduc, il entre avec une nouvelle preuve. Il a pu récupérer les enregistrements de caméra qui permettent d'innocenter Médicis. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que tout le monde était sûr d'une hypothèse, mais par le raisonnement hypothético-déductif, on a pu remettre en cause l'hypothèse initiale et en générer une nouvelle avec un nouveau suspect. Et aussi, on peut y associer une approche bayésienne. L'approche bayésienne, c'est le fait de se baser sur une probabilité pré-test et sur le résultat du test pour établir une probabilité post-test. Ici, la probabilité pré-test, c'est que Médicis est le tueur. Le test, c'est l'enregistrement vidéo, et ça nous permet d'estimer que la probabilité post-test, c'est que Médicis, qui est le tueur, ça a une probabilité faible. La probabilité pré-test, elle est soit évaluée subjectivement par le médecin, soit par un modèle de prédiction clinique, donc en gros sur les études épidémiologiques. Et le test, lui, c'est basé sur une comparaison avec une méthode de référence, un gold standard. On a une méthode de référence, on sait qu'elle fonctionne bien,
et on va l'utiliser comme comparaison pour évaluer la pertinence de notre test à nous. Et le test, ça peut être un examen paraclinique, une question d'interrogatoire, un signe clinique, ça peut être plein de choses. Et en fait, avec ce test, pour pouvoir évaluer sa performance, il a des performances lui-même intrinsèques. Et ça nous permet d'évaluer son résultat. Et ça, c'est la sensibilité et la spécificité. Un test est sensible s'il nous affirme avec certitude qu'un malade est vraiment atteint de sa maladie. En fait, il nous donne les vrais positifs. Et un test est spécifique s'il nous affirme avec certitude qu'un non-malade n'est pas atteint de sa maladie. Il nous donne les vrais négatifs. Bon, pour la sensibilité, la spécificité, je pense que le plus simple, c'est d'apprendre le tableau, je pense qu'on connaît tous dans le collège, etc., qui met en ligne et en colonne les vrais positifs, faux positifs, etc. Je pense que c'est le plus simple pour retenir sensibilité et spécificité. Je vais pas m'étendre là-dessus. En fait, finalement, le principe de la médecine fondée sur les preuves, c'est de se baser sur les meilleures données scientifiques pour avoir la meilleure prise en charge d'un patient. Parce qu'un médecin, ça peut pas tout savoir. Du coup, vu qu'on peut pas tout savoir, il faut qu'on puisse chercher, évaluer des informations scientifiques pour résoudre nos problèmes cliniques. Et en fait, du coup, on a une triade. On a une triade entre l'expérience clinique du médecin, les préférences du patient, c'est très important, et les données scientifiques. Et la combinaison des trois nous permet d'avoir la meilleure prise en charge du patient. Enfin voilà, on a un peu dérivé avec tout ça, mais on reprend l'histoire. Ensuite, on a la juge. Elle demande à l'avocat de la défense de prononcer une sanction. Encore une fois, je sais que c'est pas réaliste de faire ça comme ça. Elle demande à Maître Picot. Compte tenu des derniers événements, pour ce criminel qui a tué Monsieur Dédier, doit-on plutôt lui mettre des travaux d'intérêt généraux ou le mettre en prison pour le punir du meurtre commis hier? Et là, justement, elle applique la méthode Picot. Ça permet de chercher la meilleure étude en lien avec notre situation. On a P pour patient, I pour intervention, C pour comparaison, O pour outcome, le résultat, et T pour le temps. Donc ici, on a le criminel, c'est le patient. Il a tué Dédier, c'est l'intervention. On doit lui mettre des travaux d'intérêt généraux ou le mettre en prison, et ça, c'est la comparaison, avec comme méthode de référence la prison. Le punir du meurtre, c'est le résultat, c'est l'outcome, le O. Et hier, c'est la temporalité. Quand on rédige une phrase comme ça en médecine, ça nous permet de faire des recherches pour obtenir une étude qui va nous aider dans notre raisonnement, dans notre situation clinique. Et ces sites qu'on peut utiliser, c'est par exemple Clinical Evidence, Cochrane ou bien l'HAS. En vrai, il y a plein de sites, PubMed, enfin vous en connaissez sûrement. Et juste rapidement, parmi toutes les études qui existent, celle avec les meilleures preuves scientifiques, c'est les méta-analyses. Vous le savez sans doute. Et donc, à la fin de la récolte de toutes les données, on peut aboutir à une prise en charge en se basant sur les résultats scientifiques, sur la pertinence avec la pratique du médecin, sur la balance bénéfice-risque et sur les préférences du patient. Et en fait, on va parler idéalement de décision médicale partagée. Donc, c'est une relation bidirectionnelle entre médecin et patient. Parce que c'est très important que le médecin puisse donner toutes les informations au patient, mais il faut que le patient puisse donner son accord, c'est essentiel. Même si là, dans le cas de cet exemple de criminel, on est plus sur une relation qu'on appelle patriarcale, parce que le criminel, il a pas son mot à dire, c'est le médecin, donc là c'est l'avocat qui décide la sentence, bon, on comprend. Il y a quand même des limites dans cette démarche de médecine fondée sur les preuves. C'est soit le fait que les données scientifiques sont limitées ou inexistantes, ou au contraire, il y a trop de données, les données vont se contredire et ça rend nous l'interprétation et la recherche compliquées. Il y a aussi des biais de recherche dans les études qu'on va trouver, des biais liés à l'argent, des recherches menées pour l'intérêt des compagnies pharmaceutiques. Et aussi, les études sont très peu basées sur des patients polypathologiques ou âgés. Enfin voilà. Je pense qu'on a fini. Il y a eu beaucoup d'informations, c'est très dense, mais j'ai essayé d'être assez clair. Vraiment, encore une fois, l'idée de cette histoire, c'est que vous reteniez les grandes lignes, et c'est comme un gros moyen mémotechnique, que vous pouvez ressortir pour vous rappeler des méthodes principales de la médecine fondée sur les preuves. Donc j'espère que ça vous a plu, l'épisode est plus long que d'habitude, il y a eu beaucoup d'infos, mais ça change. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner aussi. J'espère que ça vous plaît.
En tout cas, moi je vous souhaite de bonnes révisions.